C'est ce qu'on demande toute la journée à nos élèves. On leur demande de bousculer leurs croyances, on leur demande de bousculer leur représentation du monde, comme tu dis. Et c'est ça, apprendre. C'est bousculer sa doxa, c'est bousculer ce que je sais déjà pour aller vers ce que je ne sais pas encore. Et alors pourquoi nous, on ne ferait pas partie du jeu ? Bonjour Hélène, j'ai pu suivre du côté de la régie votre entrevue avec Mathieu. J'ai eu beaucoup de plaisir à la suivre puisque on parlait d'enseignement et que moi ça fait 25 ans que j'enseigne en université auprès d'un public de licence en communication et aussi d'un public en licence sciences de l'éducation. Et dans mes cours par rapport aux médias, l'occasion aussi pour moi d'essayer de développer l'esprit critique auprès des étudiants, de les inviter à se poser des questions par rapport à ce qu'ils peuvent consommer en termes d'images et parfois à quel point on peut justement avoir des problèmes d'interprétation ou une volonté derrière ce qui peut être fait. Et pour ça, je passe par la pratique en leur faisant faire eux-mêmes des reportages. Et justement, dans l'interview, tu as évoqué ce travail parfois pratique pour vraiment ressentir la force de pouvoir modifier les propos de quelqu'un, peut-être tout simplement en coupant une interview, par exemple. Mais je vais commencer par la rubrique en disant que moi, ma volonté en tant que personne naïve ou candide, c'était de venir ressortir les propos qui m'avaient interpellé et éventuellement te proposer de reformuler si jamais je les avais mal interprétés et d'essayer de faire comme ça une petite synthèse d'entretien. C'est ça mon objet de fin d'intervention d'interview. Donc dans le début de l'interview, je me suis reconnu assez vite justement par rapport à cette expérience d'enseignement. Et là où je me suis reconnu dans ce que tu as évoqué toi-même, c'est peut-être cette volonté justement de passer de la gestion d'un groupe, ou en tout cas enseignant devant un groupe, à parfois le plaisir de retrouver l'individualité, de retrouver l'individu. Et tu as aussi parlé de cette notion de vulnérabilité. Et je trouve que quand on a la chance de pouvoir glisser comme ça de la gestion d'un groupe et de l'apprentissage en groupe vers parfois certains travaux plus individuels ou analyses plus individuelles, il y a un goût qui s'installe qui est intéressant. Je disais donc, je t'ai confié tout à l'heure que ça faisait 25 ans cette année que j'enseignais moi aussi de mon côté, donc ça veut dire un parcours et des questionnements que je me suis posé aussi. Tu avais parlé de ce lobe préfrontal qui se développait pendant la période de l'adolescence. Il y a certes un développement physiologique, mais est-ce qu'entre les injonctions des parents et parfois les injonctions des enseignants dans le cadre de l'école, on n'arriverait pas à créer une inhibition de l'adolescence au profit justement de faire adulte, en fait une sorte de double injonction de à la fois l'inhibition s'installe d'un point de vue physiologique, mais à la fois aussi on propose l'inhibition. Qu'est-ce que tu en penserais ? L'inhibition est souhaitable. Je ne sais pas si l'adolescent peut complètement inhiber ce qui se passe pour lui, et c'est souhaitable qu'il l'exprime. D'ailleurs, il se passe parfois des drames, des choses regrettables lorsque un adolescent ne peut pas exprimer qui il est, ce qu'il vit, et quelle que soit sa différence. Ce que tu dis m'évoque effectivement quelque part une navigation en nos troubles. Nous sommes là pour guider, mais non pas pour imposer. Effectivement, on doit garder à l'esprit un infini respect pour ce qu'est cet être en devenir. Mais il est souhaitable de lui apprendre, ne serait-ce que pour des questions de vie en société, effectivement à naviguer dans les courants forts, hein, et ne pas se laisser emporter. Notre rôle est essentiel à cet égard. Maintenant, tu parles peut-être d'inhiber la personnalité. Qu'est-ce que tu entends par ça ? Ça glisserait vers la création d'un faux self à un moment donné, c'est-à-dire un visage potentiellement, je dis pas pour tous les étudiants, hein, mais la proposition peut-être pour certains étudiants qui seraient sensibles ou qui
de créer quelque chose de relativement lisse pour éviter de prêter le coup à une éventuelle réflexion désagréable, que tu as parlé tout à l'heure du rapport à la confiance que l'on peut donner, qui est très beau, je trouve, et je te rejoins totalement là-dessus. Essayer de les porter en leur donnant confiance, en leur disant qu'on leur fait confiance. Et peut-être que ce faux self que l'on crée, justement, c'est ne pas poser de questions, ne pas interagir, pour éviter de prêter la joue à la critique de l'enseignant éventuellement. Et certainement que, comme je disais, la place de l'image de soi est centrale à l'adolescence. Je ne crois pas que ce soit que les adultes qui soient à l'œuvre dans cette histoire-là. Je pense qu'ils se censurent davantage en lien avec les jeunes du même âge, d'ailleurs, parce que c'est eux qui comptent le plus. Hein, c'est avec eux qu'ils vont aller découvrir le monde. Et justement, sur le côté inhibition, comme peut-être que l'inhibition est moins présente à cet âge-là, justement, il y a un côté sans filtre des jeunes entre eux, peut-être même cruel des jeunes entre eux, qui peut être très impactant. Je dirais l'adulte, c'est peut-être une version, parce que on trouve ça quand même en entreprise, c'est-à-dire que de temps en temps, c'est les mêmes stratégies qui sont derrière, sauf qu'on met un petit filtre par-dessus, un petit filtre façon Instagram avec de la couleur, mais finalement, ça vient appuyer souvent sur des choses qui sont déjà vécues lors de l'adolescence. Oui, exactement. Ça me fait penser, ça m'évoque finalement ce que dit Catherine Guéguen. Disons, un de ses combats, c'est la lutte contre les violences éducatives ordinaires. Et effectivement, moi je me pose la question, en tous les cas, des racines du harcèlement. Qu'est-ce qui laisse penser à ces jeunes que l'on peut rejeter, que l'on peut diminuer, que l'on peut critiquer, que l'on peut blesser, si ce n'est des façons de dire, de faire, d'être apprises. Et je crois que c'est un grand travail, c'est un grand chantier que de lutter contre ces petites ou grandes violences ordinaires dans nos propos ou dans nos façons de faire. Je dirais qu'il n'y a pas, enfin, sans culpabiliser, parce que il y a des choses qui sont culturelles. Moi, je l'appelle le syndrome du coup de pied au derrière et j'en suis pas mort. Cette sévérité que l'on pense nécessaire nous amène parfois, enfin, qui est nécessaire parfois, mais qui nous amène à avoir des propos et des façons de faire qui sont humiliantes, qui sont blessantes, qui sont rabaissantes, qui effectivement amènent le jeune à ne pas s'aimer. Et je crois que notre responsabilité est grande. Voilà. Je crois que le harcèlement va se nicher dans ces petites violences ordinaires. Et on connaît tous la communication non violente, en tous les cas de non, de Marshall Rosenberg. Au départ, je parlais de plutôt, oh non, vaut mieux parler de communication bienveillante parce que utiliser un terme plus positif. Et une fois en revenant de l'étranger, j'ai eu un petit peu comme ça un choc en me disant, mais purée, qu'en France, on est violent dans notre façon de communiquer. Au volant, par exemple, dans sa voiture. Hein, celui qui est devant nous, on va lui donner plein de noms d'oiseaux sous prétexte qu'il est devant nous sur la route, par exemple. On a du mal à supporter parfois ces congénères. Pour moi, il y a une sensation de puissance de par l'outil qu'on a entre les mains aussi, de l'ordre du char d'assaut. Aussi, mais nous avons une façon violente, peut-être parce que culturellement en France, voilà, être rebelle et puis s'affirmer, et puis pousser son coup de gueule, c'est pas se laisser avoir, c'est avoir de la personnalité, mais en réalité, je trouve qu'en France, on a une culture des petites violences ordinaires, et je ne suis pas exempte de ça. Je travaille là-dessus tous les jours. Parce que, comme je disais aussi à un moment donné, on peut se tromper, on peut dépasser les limites, on peut être à côté de la plaque, mais on se rattrape. Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. Tout comme offrir le droit à l'erreur à ces personnes en face de nous. Je vais avoir tendance à dire ces personnes parce que justement dans la définition de la pédagogie, souvent c'est les enfants ou les adolescents, mais pour moi quand on fait de la formation continue, quand on parle à son voisin, on fait preuve de pédagogie, on s'adapte à la personne à qui on parle
pour essayer d'être compris le mieux possible et transmettre ce qu'on a envie de transmettre, partager ce qu'on a envie de partager. Donc effectivement, le droit à l'erreur, et ça veut dire que si on se l'octroie et que si on le révèle, je trouve qu'on l'autorise aussi de pleine puissance auprès de l'autre en face de nous. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Oui. Et un adolescent justement en phase d'apprentissage, qui teste, qui essaie, et évidemment qui va faire des erreurs comme tu l'as dit, c'est ça qui va le faire apprendre, et surtout qui va ancrer dans sa chair et dans son émotion le fait que ce chemin, c'est peut-être pas celui qui serait le plus adapté à un moment donné. Sinon, c'est juste là aussi le chien Pavlov qui fait « Oula, je le fais pas parce que j'ai pas la récompense », mais sans comprendre dans sa chair le pourquoi faut pas le faire. Alors là, tu rebondis sur quelque chose de très très important par rapport aux émotions, c'est que les émotions ne sont pas, comme on pense, l'ennemi de la raison. On a besoin des émotions pour penser. Si on veut être rationnel, il nous faut avoir nos émotions qui nous guident. Les chercheurs comme Damasio ou Imordoni Young parlent de gouvernail, tel le gouvernail d'un bateau. Elles nous guident dans notre prise de décision. Et tu parles des émotions qui s'ancrent en nous, effectivement. Damasio parle de marqueurs biologiques, inscrits biologiquement, qui vont effectivement ensuite agir comme un rappel en disant ça, rappelle-toi, pas bon, ou alors rappelle-toi ça, c'est ok. Et en réalité, elles font partie intégrante de l'acte d'apprentissage. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et on n'a pas besoin que d'émotions agréables. D'ailleurs, je parle plutôt d'émotions utiles en classe. Et le climat de confiance vise justement à éliminer ces émotions parasites aux apprentissages, ou en tous les cas le plus possible. Elles vont être là, mais c'est aussi un matériel avec lequel travailler. Mais c'est pour ça que peut-être certains enseignants se disent ah bah ouais mais les émotions, mais moi je suis pas psychologue par exemple, ou alors c'est aux parents de s'en occuper. Mais en réalité ça fait partie de notre travail, mais on n'a pas appris à le faire, on ne sait pas, et en même temps quand on a 35 élèves par exemple par classe, ou plus ou moins, comment faire? Et moi, j'ai résolu la question en me disant, voilà, par rapport à un groupe classe, il y a les émotions qui sont très contagieuses aussi, donc attention à mes propres émotions. Et si je suis énervée, si je suis une mauvaise humeur, c'est ok. Mais je peux dire aux élèves, attendez, ça vous concerne pas. Je suis désolée, j'arrive comme ça. Je vais me poser. Tiens, je vous propose un petit exercice de respiration. Ça va m'aider à me calmer. Et puis, peut-être que vous aussi, vous allez pouvoir déposer vos émotions. Voilà, une façon d'être vulnérable de façon intéressante. Et puis, leur dire, vous savez, ça n'a rien à voir avec vous. Accepter ça de n'a montrer rien à voir avec la classe d'avant qui... Oui. Ou cette humeur d'aujourd'hui, ou l'énergie qu'on a ressentie en rentrant dans la salle. Parce qu'on a aussi cette capacité à ressentir quand on rentre dans une salle. On sent que si ça va être un petit peu compliqué de les intéresser ce jour-là. Oui, et puis il y avait une collègue une professeure de mathématiques qui met en place donc justement un petit rituel de partage d'émotions en début de cours. Et une fois la classe, ils sont tous à évoquer des émotions de pas bien. Voilà, un signal de oh non ça va pas. Et comme c'était commun à toute la classe, elle a demandé qu'est-ce qui se passe. Et en fait au cours d'avant, ils avaient eu un contrôle surprise ou un contrôle avec des pièges, plein de questions de pièges. Et donc, ils étaient tout énervés. Et donc, en réalité, le fait d'avoir pu déposer ça, ça prend quelques minutes. Mais du coup, ces élèves étaient beaucoup plus disponibles aux apprentissages ensuite. Sinon, ils seraient restés dans leurs émotions désagréables, dans leur négatives. Mal-être. Et dans leur mal-être aussi, dans leur incompréhension. Et le fait de pouvoir déposer ces émotions, c'est très important. Là, j'entends effectivement l'injustice du contrôle surprise, le côté inconfortable du contrôle surprise, le côté pointé du doigt que mince, j'avais pas fait ce qu'il fallait, du coup, je vais de nouveau rentrer dans une notion de punition derrière, soit par le système éducatif, soit par mes parents par rapport à la note que je vais avoir. Donc oui, l'inconfort à un moment donné, et les reconnaître comme étant des êtres ayant des émotions, et non pas parfois je compare ça aux étudiants en disant, je ne vous vois pas comme des oies que je vais gaver avec un entonnoir de connaissances. C'est pire que tout, c'est de ce côté, j'ai le bon exercice, ça va faire le bon résultat. Si seulement, pas du tout, il y a la partie émotionnelle effectivement à tenir compte.
Oui, la partie émotionnelle et relationnelle. Effectivement, il y a ce que vit l'autre. Effectivement, l'élément de surprise, ça n'a d'intérêt que dans une évaluation formative. Ok, faites votre propre bilan et la comparaison se fait par rapport à soi-même. Où j'en suis? Ok, ça pourquoi pas dans une intention de prendre conscience. Sinon, ça n'a aucun intérêt. La peur, les évaluations surprises, les menaces, aucune vertu pédagogique. Non, c'est là où j'en arrive à dire depuis un certain temps, il y a autant d'éducateurs ou autant de pédagogues ou autant de profs que de raisons de faire prof. Tu as évoqué tout à l'heure le petit coup de pied aux fesses qui était une reproduction. Moi, j'appelle ça le principe du bizutage, où tu t'es fait bisuter et l'année suivante, tu vas peut-être organiser pour le suivant un bizutage parce que si je l'ai subi, il n'y a pas de raison. Et certains, je pense, des profs, malheureusement, peuvent avoir subi des humiliations étant eux-mêmes élèves et tout d'un coup, grâce à la posture qu'ils ont pris en étant enseignants, peuvent, mais inconsciemment, sans conscience, reproduire malheureusement des violences qui paraissent entre guillemets normales puisqu'ils l'ont vécu et qu'ils ont survécu, comme on pourrait dire, mais en fait qui sont peut-être Et j'en évitables suis pas et morte. plutôt. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience que les modèles vont prendre du temps à changer et les représentations aussi. Donc, ne pas culpabiliser, mais se dire, bon voilà, maintenant, avec ce que l'on connaît, on ne peut pas faire sans ce que l'on sait sur l'impact sur le développement du cerveau, parce que notre façon d'être, notre façon de dire, notre pédagogie a un impact sur le développement du cerveau, dans les aires cérébrales qui vont être développées, dans les circuits que l'on va développer, notamment par exemple les amygdales. Si on favorise une pédagogie de la peur et de la menace, parce que voilà, ça c'est ma façon de faire autorité en classe, et que je pense que c'est salutaire pour voilà, ils n'en mourront pas. Hein. Et ben en réalité, on déclenche en permanence cette aire cérébrale, ces deux petites aires cérébrales en forme d'amande au cœur du cerveau, qui font que après, dans la vie adulte, elles se déclencheront, elles auront un seuil de déclenchement très haut. Pour un oui, pour un non, alors qu'un climat de confiance apaise ces aires qui détectent la menace et la peur, et donc ça fait des gens plus sereins. La question, c'est qu'est-ce que l'on souhaite en réalité. Si on souhaite faire en sorte que nos jeunes développent leur plein potentiel, alors donnons-nous les moyens de le faire, puisque maintenant nous avons des tas de connaissances à notre portée, mais il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, beaucoup de gens qui se sont questionnés. Je suis évidemment loin d'être la seule. Hein. Je suis qu'une personne parmi tant d'autres qui œuvrent pour ces nouvelles pratiques pédagogiques, hein, ces nouvelles pratiques éducatives. Et il y a vraiment des gens qui font un travail formidable à ce propos. L'air que tu évoques là, est-ce que c'est l'air qui crée le combat, la fuite ou la sidération? Ça y participe, hein, mais ça, ce sont des circuits liés effectivement aux circuits automatiques reptiliens d'adaptation. Et effectivement, face à une menace, face à une peur, l'amygdale la détecte et va enclencher effectivement euh, ces, ces réactions. Et dans ces trois possibles, la fuite, le combat ou la sidération, il n'y a rien qui est de l'ordre de l'apprentissage, il n'y a rien qui est de l'ordre de la relation, il n'y a rien de l'ordre de la co-construction, pour reprendre un terme qui me plaît énormément et que tu as utilisé tout à l'heure, de co-construction. Oui et non, parce Donc que le rôle de la peur. oui, disons que l'attaque, c'est une façon d'être actif. Le pire, c'est la sidération, parce que on est dans une impuissance qui répétée mène à ce qu'on appelle l'impuissance apprise et amène à se sentir incapable de. Ça amène à la dépression, ça amène au burn-out, par exemple. J'ai essayé et en fait tout ce que j'ai essayé m'a montré que je n'avais aucune possibilité. Quand on est dans la fuite ou dans l'attaque, on est quand même dans l'action. C'est un circuit euh, actif. Alors, parfois, c'est souhaitable de fuir.
de débat. J'allais dire, le côté actif, c'est débattre finalement. Donner son point de vue par rapport à l'autre point de vue qui ne serait pas le même. En classe, ça peut être intéressant. Oui. Ou alors, par exemple, écouter et m'empêcher de dire quelque chose parce que je préfère en savoir plus, par exemple. Ou voilà. En fait, c'est ni bien ni mal. C'est quand ça devient extrême. Ce sont des circuits d'adaptation. Ils nous sont utiles. C'est comme ça qu'on a survécu. Ça va. Par rapport à l'adaptation apprise dont tu as parlé, qui est un sujet qui m'intéresse aussi, il y a sur YouTube, j'invite du coup les internautes qui nous regarderaient à aller voir, il y a une expérience que je trouve très intéressante qui a été faite dans une école américaine, où l'enseignant, pour expliquer justement à ses élèves ce qu'était que l'impuissance apprise, fait passer un questionnaire sans que les élèves le sachent. En fait, il a divisé la classe en 2 groupes, avec des questions qui ne sont pas exactement les mêmes d'un côté et de l'autre. Et très rapidement, parce que les questions sont difficiles d'un côté et très faciles de l'autre, à chaque fois qu'elle demande si les gens ont réussi, d'un côté de la classe, en fait, les gens ont abandonné leur recherche de réponse. C'est sur des anagrammes. Le premier anagramme est identique, donc chacun lève la main de façon à peu près égale de chaque côté pour se trouver. Le deuxième anagramme est très complexe d'un côté, voire impossible à trouver, alors qu'il est simple toujours de l'autre côté de la classe. Donc à ce moment-là, il y a tout un côté de la classe qui se rend compte que les autres ont réussi dans le temps prévu et pas eux. Et du coup, le troisième anagramme qui est identique de nouveau de chaque côté, eh ben on retrouve ce décalage parce qu'il y a une partie de la classe qui a abandonné en ayant l'humiliation. Et après, elle pose la question, qu'est-ce que vous avez ressenti du coup quand au deuxième anagramme, vous n'avez pas pu lever la main alors que vos collègues l'ont fait? Ben, je me suis senti humilié, je me suis senti nul. Donc sur le troisième, en fait, je ne me suis plus donné du tout dans la recherche alors qu'ils avaient les mêmes chances de le trouver que leurs collègues. Donc cet apprentissage est très très fort, et parfois je trouve que dans le scientisme, qui est un petit peu ce qu'on a en ce moment d'un point de vue religion, de la science avant tout, il peut y avoir cet effet de puisque tu n'as pas eu les bonnes études, ne t'intéresse pas à ces sujets-là, ou bien je suis trop bête pour comprendre ces sujets-là parce que je ne suis pas issu de telles études. Ce côté impuissance apprise, ce ne sont pas des sujets qui sont à ta capacité intellectuelle. Je trouve que de temps en temps dans les médias, malheureusement, ce sont des tournures de phrases qui mènent à ça. Proposer à la population de ne même pas se poser question et d'écouter juste la réponse qu'on leur donne et de la valider parce qu'ils ne seraient pas en capacité cérébrale de pouvoir eux-mêmes y penser. Je sais pas si ça sort de ton sujet ce que je dis, mais en tout cas, je trouve que ça fait le lien, la puissance apprise, et que malheureusement, c'est utilisé d'un point de vue manipulation. En tous les cas, certainement. Tous les gens qui communiquent connaissent très bien comment fonctionne le cerveau. Hein. Ça n'intéresse pas que les pédagogues, ça intéresse aussi les gens qui souhaitent manipuler, y compris ceux qui prétendent dénoncer la manipulation. Mais ça me fait penser, en tous les cas, au niveau pédagogique, aux travaux de Carol Dweck, et l'importance de ne pas encore, ce qu'on appelle la puissance du bientôt. Tu n'as pas compris l'exercice, tu n'as pas encore compris l'exercice. Et en réalité, elle s'est aperçue que lorsqu'on figeait un élève dans une non-compréhension ou dans une non-réussite, désactivait, désengageait les circuits en charge de l'apprentissage, et que le fait de lui dire pas encore, bientôt, tu vas y arriver, tu es en cours de, permettait à l'élève de progresser et de rester actif. Et les progrès sur une année sont spectaculaires en réalité. Bon, ils sont maintenant connus, mais c'est vrai que ça invite aussi à se rappeler de ça dans notre façon de parler aux jeunes. L'espoir comme une belle source d'oxygène pour continuer à progresser. Et oui, et oui. Des gens risquent leur vie, traversent des océans, quittent leur pays par espoir. Hein. C'est dire si l'espoir est une émotion puissante. J'ai noté aussi, alors ça va être voilà, je m'amuse aussi avec ça. Leur apprendre à hiérarchiser les tâches, c'est les choses que l'on peut proposer aux adolescents. Tu en as parlé tout à l'heure. Et je me suis demandé, est-ce que le problème au niveau de l'adolescence, c'est pas son incapacité à se résigner à faire des tâches qui vont l'attirer moins, comme par exemple les devoirs, alors qu'il y a d'autres tâches qui vont l'amuser plus, qui vont comme aller jouer de la PlayStation, il va trouver ça plus ludique. Donc
Est-ce que c'est pas la difficulté de l'adolescent à se résigner justement à faire ces tâches qui vont générer peut-être dans un premier temps, tant qu'il n'y a pas eu la réussite, tant qu'il n'y a pas eu justement ces encouragements, qui va générer moins de plaisir immédiat? Exactement, parce que on sait que donc le circuit de la récompense est hyper actif à l'adolescence, donc il est très sensible aux récompenses, non seulement aux récompenses, mais aux récompenses immédiates. Le long terme ne l'intéresse pas, il ne voit pas. Le moyen terme à peine. C'est à cet égard euh, quoi les jeux vidéo, c'est des véritables bonbons pour le cerveau d'un adolescent. Et les constructeurs de jeux vidéo l'ont bien compris. Et c'est aussi ce que font toutes les personnes qui développent des serious games et des jeux pédagogiques. Parce qu'ils utilisent la même chose, c'est-à-dire la récompense et tout de suite aussi le retour sur erreur de façon constructive, mais surtout la récompense qui est très puissante à leur âge. Et c'est à nous justement adultes de les aider à ouais c'est sûr c'est moins drôle mais de les amener à considérer que pour obtenir quelque chose, eh bien, il faut accepter de faire des sacrifices ou accepter que ce soit moins fun sur le moment. Et moins immédiat. Donc accepter que la construction amène à un plaisir décalé dans le temps, contrairement à la dopamine, qui est un effet immédiat. Exactement, parce qu'en réalité, on ne sait pas. Enfin, disons qu'il n'y a pas de lien forcément entre un QI, si tant est qu'on peut mesurer l'intelligence, et la réussite scolaire. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la maîtrise de soi, c'est-à-dire la capacité à gérer les frustrations, notamment, ça, c'est un critère de réussite scolaire. En réalité, les trois qualités prépondérantes, ça c'est les travaux de Steinberg notamment, mais pas que, aux États-Unis, c'est la persévérance, la détermination et la maîtrise de soi, qui sont les trois qualités amenant à la réussite. Tu as évoqué ce besoin de leur expliquer l'ordre des choses, et je me suis dit, parce qu'on parle d'inspiration pour moi beaucoup, et en tant que pédagogue, cette notion d'inspiration me parle. Donc, est-ce que la meilleure posture de l'adulte, c'est de contacter sa sérénité et de la proposer pour que l'adolescent ait envie de s'en inspirer et d'écouter l'adulte dans ses propositions? Oui, c'est à la fois d'accueillir la difficulté de l'adolescent face à ses émotions et effectivement d'être modèle. Euh, comme tu dis, j'aime bien cette idée d'offrir notre sérénité, c'est-à-dire que on a des postures émotionnelles. Et même en tant qu'adulte, on peut être dans une posture émotionnelle enfant ou adolescente. Et si je suis en tant qu'adulte sur le même registre émotionnel que l'adolescent, comment je peux l'élever à autre chose? Alors évidemment, on a des automatismes de réaction qui sont très très forts. C'est pour ça que je parle de coéducation et de possibilité de se rattraper tout de suite ou un petit peu plus tard. Mais euh, si je suis en tous les cas sur le même registre émotionnel que l'adolescent, eh bien nous sommes deux adolescents qui se parlent. Alors que l'adulte, effectivement, mais ça pose la question de qu'est-ce qu'un adulte et qu'est-ce qu'une posture émotionnelle adulte. Et ça Justement, suppose de oui. l'avoir travaillé, mais ça suppose d'en avoir conscience aussi. C'est pour ça que je suis vraiment convaincue que convaincue, c'est aussi les travaux de Adele Diamond, la chercheuse canadienne, euh, nommer ses compétences, les expliquer et par exemple dire ben aujourd'hui on va travailler l'inhibition. Tel exercice va vous aider à travailler l'inhibition cognitive ou l'inhibition attentionnelle et expliquer ce que c'est et en quoi elle nous est utile. Pareil pour la flexibilité cognitive, la mémoire de travail, ce sont les trois compétences de base qui amènent à à l'intelligence fluide, la créativité et la possibilité de réguler ses émotions. Euh, les nommer, c'est les faire exister, comme je disais, et je crois que faire le lien
entre ces compétences et il existe maintenant des tas d'activités. Je sais que notamment l'université de Harvard a donné un certain nombre de conseils pour aider les jeunes à les développer, mais on peut commencer dès le plus jeune âge et c'est souhaitable. D'ailleurs, elle se développe dans les activités du quotidien, chez le tout petit. Les activités de ménage, les activités de raconter sa journée, etc. Et les parents, autant que les enseignants, tous les adultes entourant l'enfant peuvent y contribuer. Je te remercie en tout cas de vraiment justement parler de pédagogie au sens large où tu rajoutes l'émotion, où tu rajoutes l'inspiration. Et je commence un de mes cours pour les sciences de l'éducation justement en évoquant la définition telle que le Larousse l'envisage de ce que c'est que la pédagogie. Et je trouve ça justement extrêmement étroit. Et ça fait du bien d'entendre des gens qui veulent, je trouve, élargir. Si je reprends ce que je lis dans le Larousse sur ce que c'est que la pédagogie en tant qu'ensemble des méthodes utilisées pour éduquer les enfants et les adolescents. Donc c'est vraiment ça la définition du Larousse, ensemble de méthodes. Donc déjà c'est le côté méthode, pour moi ça me fait penser à l'entonnoir que j'évoquais du canard tout à l'heure. Ensemble de méthodes utilisées pour éduquer les enfants et les adolescents. Certes il y a des méthodes, mais je trouve qu'on n'éduque pas que les enfants et les adolescents. On partage à longueur de temps. Je dis parfois justement quand il s'agit d'aller faire acheter à ses parents un ordinateur relativement cher, l'élève va faire preuve de pédagogie pour expliquer à quel point cet ordinateur va l'aider à réussir. Et ben il adapte son discours à la personne en face de façon à réussir à être entendu, reconnu. C'est aussi de la pédagogie. Donc on est tous pédagogues dès qu'on est en interaction. Ça c'est ma vision des choses. Ne serait-ce que pour que les pédagogues, les instituts, les profs et autres, voilà, il n'y a pas besoin d'être très complexe ou déjà si on est humain et au contact avec l'envie, l'intention d'élever l'autre, et c'est pour ça que j'aime bien la racine du mot pédagogie justement qui vient du grec, qui parle de direction, donc savoir vers où on a envie de cheminer avec la personne, qui parle d'éducation des enfants certes, qui parle de conduire, de mener, mais d'accompagner. Ce qui veut dire aussi que c'est accepter le rythme de l'autre, accompagner. S'il marche doucement, je marche doucement. C'est pas le tirer nécessairement en force vers soi, et ça parle d'élever. Et élever, c'est un mot que tu as employé aussi pendant l'interview. Effectivement, essayer d'élever. En plus, on s'élève en même temps qu'on élève l'autre. Et comme tu l'as dit, quand on ne sait pas, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir chercher avec l'autre. Donc l'autre nous donne nos limites à un moment donné et nous permet de les dépasser en apprenant des choses, en se questionnant sur des choses pour peu qu'on soit en capacité à entendre et à laisser la place à l'autre justement de parler de ses problématiques. Et on s'adapte à son public. Ça c'est la pédagogie, je trouve, dans le sens que j'aimerais le voir vraiment conscientisé. Et tu aides à cette conscientisation pour faire les choses en conscience. Et faire les choses en conscience, c'est peut-être se réparer, mais se réparer de son passé, mais avec une intelligence émotionnelle. Est-ce que ça te parle, ce que je t'évoque? Oui, oui, tout à fait. Je m'inscris complètement là-dedans. C'est de plus en plus accepter de sortir de cette posture de je sais. Je suis celui ou celle qui sait et vous suivez, je vous guide. Et ça rejoint ta notion de conduite, de guider. Ils ont besoin d'être guidés et ils apprécient, mais on le fait ensemble. Et ça me parle beaucoup plus. De toute façon, la posture de je sais est de plus en plus compliquée à tenir parce que le rapport au savoir a changé. N'importe qui peut avoir accès à toute connaissance, c'est à portée de clic. Hein. Et nos jeunes, ils sont beaucoup à être curieux et à aller chercher plein de choses. C'est pour ça que la posture du coach m'intéresse beaucoup et je la trouve passionnante. Dans toutes les dimensions du métier. Pas simplement l'entretien individuel, l'entretien de groupe, faire un bilan de groupe, mais également dans ma pédagogie, c'est-à-dire comment je mène une activité, d'abord tout seul, ensuite on partage à deux, ensuite on partage en groupe et on revient au groupe entier. Et à ce moment-là, la classe devient une vraie ruche. Ils sont complètement actifs. On a même l'impression d'être un petit peu sur le banc, sur la touche, et c'est souhaitable. C'est eux qui sont actifs
Nous, on est là en position d'observateur et de guide. On est là pour répondre aux questions. Et c'est une posture qui m'a passionnée et que j'ai trouvée vraiment gratifiante pour les élèves. Je retrouve cette notion de co-création, d'abord à deux, puis Oui, après peut-être à plus. Et je me dis, le pédagogue est avant tout garant du cadre sécuritaire, du cadre dans lequel ça se passe, et peut laisser de la place à ce qui va se dérouler, comme tu dis, parfois même en posture d'observateur. Il a donné la couleur, il a donné une direction, il a donné peut-être des outils pour aider, ou en tout cas des objectifs. Et après, oui. la joie de la surprise de ce qui va se passer possiblement. Oui, oui, la joie ou la déception parfois, Oui, ou la colère. Il faut aussi, et de plus en plus, on travaille aussi sur les émotions des enseignants. Hein, dans une classe, il y a les émotions de l'enseignant, il y a les émotions de chaque élève et il y a les émotions du groupe en tant que tel. L'émotion collective et c'est intéressant de travailler sur toutes ces dimensions-là. C'est pour ça que je pense qu'un projet, par exemple, neurosciences dans un établissement, ou se poser des questions, vouloir travailler une thématique, il faut inclure l'enseignant. Il faut se demander ce que ça lui apporte ou ce que ça va chercher chez lui aussi. Euh, donc, la joie de voir ses élèves en activité et partie prenante de l'activité ou la déception de voir que ça ne marche pas, mais tout est enseignement en réalité. Ok, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? donc, est-ce que Et, être un bon oui. pédagogue, ça serait être quelqu'un qui accepte de pas être fixe sur ses appuis, qui accepte de remettre régulièrement en cause la façon dont tout se passe et sa vision du monde, pour justement être encore plus en accès à des jeunes qui ont une vision du monde encore en construction? Évidemment, et puis c'est ce qu'on demande toute la journée à nos élèves. On leur demande de bousculer leurs croyances, on leur demande de bousculer leur représentation du monde, comme tu dis. Et c'est ça apprendre. C'est bousculer sa doxa, c'est bousculer ce que je sais déjà pour aller vers ce que je ne sais pas encore. Et alors pourquoi nous, on ne ferait pas partie du jeu? Et en ça, tu peux devenir inspirant puisque ta posture d'adulte a l'air attirante. Et c'est pas grave si les choses bougent. Et moi, je me dis qu'une matière, c'est là où j'en suis après X années d'enseignement, une matière enseignée, c'est avant tout en tant qu'élève, de mon point de vue, la rencontre entre une matière, une sorte de curiosité rationnelle, et la rencontre avec un pédagogue inspirant. Et je dirais ça, c'est la réalité émotionnelle, et que les deux peuvent permettre effectivement de grandir et s'élever. Et je pense que si je dis qu'on a tous rencontré dans notre parcours un jour une matière qu'on aimait bien, mais malheureusement un enseignant avec qui ça ne passait pas, ce qui fait que la matière, cette année-là, on l'a pas investie, c'est quelque chose ce qui prouve bien l'importance non seulement de la matière, donc la méthodologie c'est bien joli, mais aussi de la qualité de la rencontre. Bien sûr, la qualité de la rencontre. Et puis, pour rebondir sur la question des émotions, ce qui va faire la différence entre un savoir qu'on accumule, mais qui va servir à rien, ce sont les émotions créées pendant le cours. Je peux commencer une activité en suscitant la curiosité, la surprise, mais ça peut être aussi la colère, l'indignation, ou voilà, les déconcerter. Euh, c'est par nos échanges et justement l'imprévu, ce qui se passe à tout moment, ce sont les interactions qui vont créer des émotions. Et ces émotions sont utiles pour marquer les apprentissages, pour la mémorisation, parce qu'il se vit quelque chose. C'est vivant. En fait, je crois que les cours les plus vivants que j'ai eus, c'est ceux que j'ai mal préparés. En fait, j'avais ma direction. Je me souviens il y a un cours qui m'a particulièrement marqué il y a longtemps. Je l'ai fait sur un morceau de papier. Je crois que c'était sur une enveloppe d'ailleurs, sur un coin de table, à la dernière minute à l'arrache. Mais je savais où je voulais aller, évidemment. Mais je n'avais pas mon petit A, mon petit B, mon petit C. Ou en tous les cas, j'avais juste les grandes lignes. Et je me rappelle d'avoir été dans une intensité de présence et que c'était absolument génial ce qui s'est passé parce que je pense que quand on prépare trop, alors c'est bien de préparer, je dis pas ça, mais quand on veut trop aller dans ou rester dans ce que l'on a préparé,
eh bien, on n'est pas dans ce qui se vit. Donc, on va rebondir sur les bonnes réponses, on va aller chercher les bons élèves parce que c'est eux qui font avancer notre cours et on a besoin d'eux aussi. Mais du coup, on est dans un timing et on est dans une recherche de performance et de programme et de cases à cocher. Mais c'est pas ça qui fait c'est pas ça qui fait que. Hein, on a bien vu pendant le confinement, ah oui, les polycopiés se sont accumulés. Ah, ils avaient l'information. Ça a servi à quoi? L'enseignant est médiateur entre le savoir et dans les apprentissages et du coup c'est lui qui crée l'émotion, c'est lui qui crée le plaisir d'apprendre. Ça c'est l'émotion, le plaisir d'apprendre, c'est l'émotion à développer sans modération pendant un cours. Là, l'image qui m'est venue quand tu as dit le prof en distanciel qui envoyait des polycopiés parce que ça rassurait les parents de voir qu'il y avait des choses à venir. Ça me fait penser en fait aux vendeurs d'encyclopédies qui tapent à ta porte. À une époque, ça se faisait pour te vendre des encyclopédies. Ça fait bien dans les rayons d'avoir les polycopiés, ça fait bien dans les rayons de sa bibliothèque d'avoir des encyclopédies, mais finalement, jamais tu ne jettes un coup d'œil dans l'encyclopédie. C'est juste, ça rassure d'avoir ça sous la main et quelqu'un te l'a. Il manque la vraie dimension de pédagogie, oui. Oui, et en même temps, tu parles de l'encyclopédie. Je me souviens d'une copine à l'époque dont les parents avaient acheté ça parce que dans cette volonté d'aider leurs enfants dans leur scolarité, et elle était passionnée de ce qu'elle découvrait. Hein, c'était avant Internet. J'étais à l'école, et oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, les ordinateurs n'étaient pas encore là, en tous les cas à portée du citoyen moyen. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, et elle se plongeait régulièrement dans l'encyclopédie Universalis et elle nous racontait des trucs, mais tu sais pas que quelquefois on n'en voyait pas l'utilité, mais elle, ça lui plaisait d'apprendre des choses là-dedans, voilà. Donc il y a aussi, heureusement, des gens qui ont la curiosité d'apprendre, mais en tous les cas, effectivement, le savoir, apprendre, ce n'est pas des connaissances qu'on empile, parce que ce que remonte PISA d'ailleurs par rapport à notre système français, c'est que nos élèves réussissent moins bien que d'autres. On est dans une moyenne, mais réussissent moins bien que d'autres à réinvestir leurs connaissances. Moi, j'ai retenu que tu parlais de l'intelligence qui se développe. Et j'avais même envie de rebondir là-dessus en disant elle se déploie au fur et à mesure de leur accumulation. Donc ça, je te rejoins sur le fait de pouvoir vraiment avoir des connaissances qui s'additionnent. Leur agrégation, donc le fait de pouvoir les réunir à un moment donné, peut-être pas tout de suite justement. Tiens, j'ai appris un truc à 15 ans. Ah oui, l'électricité statique, ça me sert tout d'un coup à 25, pourquoi pas. Donc leur agrégation, leurs essais d'emboîtement, tel un puzzle, souvent avec cette pensée en arborescence qui aide justement à jouer avec ces agrégations. Je vais terminer avec une dernière question parce qu'à un moment donné, tu as parlé d'aider les adolescents à trouver le sens de la vie. Et j'ai envie de te poser la question et tu réponds si tu le souhaites. Pour toi, justement, c'est quoi ton sens de la vie, Hélène? Ah, le sens de la vie, c'est la question. Ton sens. J'ai combien d'heures pour y répondre? Ce que tu veux. Ben, ça fera peut-être le lien avec mon métier à la base et puis à venir. J'ai l'impression que justement, ce qui donne du sens à la vie, c'est d'apprendre, encore et toujours. On est là pour apprendre, à tout niveau, et d'où la rencontre, quels que soient les supports, mais surtout avec l'autre, d'où les échanges, en apprendre sur soi-même, les autres, le monde, se questionner. Et dans le bonheur comme dans le malheur, dans la réussite comme dans l'échec, tout est apprentissage et l'envie de développer des qualités petit à petit, effectivement de cœur, de sérénité, de se rapprocher de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. L'amour pour moi-même, mais l'amour de mon prochain, l'amour que je peux témoigner par un sourire, par une parole bienveillante, par un encouragement, je crois qu'il faut pas perdre de vue cet essentiel
Voilà. L'autre est un être comme moi qui a ses forces, qui parfois galère. On est tous dans le même bateau. Je crois fermement que on est tous un et qu'en tous les cas, on peut tous se rejoindre dans notre humanité. Mais c'est vraiment à développer et c'est vraiment à mettre au cœur de notre système éducatif, j'y reviens, et de notre façon d'éduquer les jeunes, surtout maintenant, parce que on parlait de savoir et de connaissances qui s'empilent, mais il y a des connaissances utiles pour demain, développer une qualité d'être, développer la joie, développer la gratitude, développer l'empathie, développer l'esprit critique, développer apprendre ensemble et savoir vivre ensemble. Tout ça, ce sont des nouvelles compétences qui donnent du sens aux apprentissages et qui donneraient du sens à ces jeunes. Pourquoi je viens au lycée? Pourquoi je viens au collège? Pourquoi je vais à l'école? Eh bien, pour apprendre ça. Parce que c'est ça qui rend la vie belle, c'est ça qui donne de l'espoir et c'est ça qui fait que collectivement, on va peut-être s'en sortir. Merci beaucoup d'avoir créé tous ces ponts vers un futur plein de possibles. Merci à toi, en tous les cas, pour tes questions et tes réflexions qui ont nourri la mienne. Merci pour ces interactions que je trouve très joyeuses et très agréables. Merci beaucoup à toi, Hélène. Pareillement. Merci de cette possibilité d'échanger. Eh bien, merci beaucoup Hélène pour cet échange qui m'a beaucoup touché, pour ta confiance et pour le contenu qui était riche, humain et puis tout à fait savoureux. Donc merci pour ça, vraiment. Merci à toi. Merci pour ces questions de qualité aussi qui m'ont parfois bousculée ou interpellée quant à ma propre adolescence, par exemple. Mais merci à toi pour cette possibilité de partager aussi et de m'exprimer quant à ce qui m'anime, et merci à la qualité de ce que tu proposes. Merci beaucoup, j'ai été ravi et vraiment honoré de faire cet échange-là avec toi. Le lien pour accéder à ton livre est disponible sous cette vidéo. Et puis j'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire, à t'abonner et bien entendu, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!